Nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, soyez les bienvenus. Il y a quelque temps sur ce plateau même, nous évoquions la résilience des établissements de microfinance en Afrique et surtout la résilience du secteur informel face à la Covid. Aujourd'hui, on aborde un autre secteur, les entreprises et les perspectives de solutions bancaires pour relancer l'économie locale en cette période de Covid. Et pour en parler, je reçois en studio Madame Cissé Aïssatou Cissé. Vous êtes la directrice générale de Pendis Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec nous en studio, Dr Samuel Maté, vous êtes économiste et vous êtes à la base aussi de nombreuses initiatives qui ont un impact considérable sur l'entrepreneuriat en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Stéphane. Alors, d'entrée de jeu, on a vu un peu il y a quelques semaines la résilience du secteur informel face à cette crise de Covid-19, mais les entreprises qui sont, on va dire, formelles, bien établies, vivent aussi quelques difficultés. Vous, par exemple, vous êtes directrice générale de Pendis Côte d'Ivoire. C'est quoi exactement Pendis Côte d'Ivoire? Alors, Pendis Côte d'Ivoire, c'est une entreprise de transport qui est spécialisée dans le transport du personnel des entreprises. Nous existons depuis une vingtaine d'années. Et justement, pendant cette période de Covid, comment vous arrivez à résister à cette crise, à cette vague? Alors, il faut comprendre que déjà, en amont, nous avons une gestion assez rigoureuse de notre entreprise. Cette gestion aussi s'est manifestée par déjà le renforcement de notre cash flow, la culture de l'épargne, la réduction de certains coûts inexplicables. Et ces facteurs nous ont quand même permis de sortir un petit peu la tête de l'eau lors de la crise de la pandémie de la Covid-19. Alors, en plus, nous avons été assistés par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a eu la Covid, le président de la République et son gouvernement ont donné un plan de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que les grandes entreprises et les entreprises issues du milieu informel. Nous, en tant qu'entreprise formelle, nous avons été éligibles à bénéficier des avantages qui étaient dus à ces entreprises, à savoir l'obtention de prêts à un taux d'intérêt très réduit. Et ça, nous avouons que ça nous a été vraiment bénéfique pour pouvoir renflouer nos caisses et pour pouvoir payer quand même les charges sociales et les charges envers nos différents fournisseurs. C'est une bouffée d'oxygène pour vous permettre de tenir en cette période. Alors, docteur Samuel Maté, ça c'est un cas d'exemple, qu'on voit, mais il y a beaucoup d'autres structures qui plient sous le poids vraiment des créances et difficile d'avoir accès aux banques. Est-ce qu'il faut assouplir les mesures au niveau des banques? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais écoutez Stéphane, le grand problème ici, c'est qu'il faudrait noter, c'est vrai, vous en avez parlé dans une émission ultérieure, la Banque mondiale nous dit qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et essentiellement des pays africains, on a l'informel qui occupe 40%, 60% de l'économie. Et il faudrait noter également que selon les derniers chiffres, en termes de structuration de l'économie ivoirienne, 98% des entreprises ivoiriennes sont déclarées des PME. Et une PME, c'est selon la loi de 2014 sur l'environnement des PME sur lesquelles nous avons travaillé éventuellement, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires jusqu'à 1 milliard et qui, n'est-ce pas, a moins de 200 employés. Donc ce qui se passe ici aujourd'hui après, en tant qu'économiste, la manière d'observer les crises, c'est une manière comptable. La manière comptable d'observer les crises, c'est de se dire que où sont les plus, où sont les moins. Parce que en tant qu'économiste, le regard, c'est de se dire que dans toute crise, il y a des secteurs qui en bénéficient et il y a des secteurs qui sont plus affectés. Et donc, si vous regardez par cette analyse comptable de cette crise Covid, il y a eu donc des secteurs qui ont bénéficié de la crise Covid et il y a eu des secteurs qui ont été malheureusement très affectés, pour ne pas dire sinistrés par la crise Covid. Et de manière brute, on pourra identifier des secteurs comme le secteur de l'événementiel, qui dépend beaucoup du regroupement de personnes, le secteur du transport aérien éventuellement, qui ont tous, par exemple, été affectés par cette crise.
Et les PME qui travaillent, et on va dans certains pays, à part Zanzibar, qui est un exemple, une exception, la plupart des pays comme les Seychelles ou d'autres pays qui tournaient autour d'une économie touristique ont dû fermer. Le Seychelles a fermé pendant plusieurs mois et jusqu'à aujourd'hui, c'est avec peine qu'ils ouvrent leurs hôtels, mais qui sont aussi des secteurs qu'ils ont besoin d'une grande maintenance. Donc on se retrouve alors avec des entreprises et surtout des PME. Si elles se trouvent dans les secteurs sinistrés, c'est difficile. C'est difficile dans le sens que souvent les PME elles n'ont pas cette surface financière pour pouvoir faire face justement à un fonds de roulement qui s'étend sur au-delà de 6 mois par exemple. Et en même temps, on se rend compte que c'est difficile pour les banques de s'engager avec ces PME, surtout quand elles se trouvent dans des secteurs sinistrés. Encore une fois, il faut distinguer ceux qui se trouvent dans les secteurs sinistrés et ceux que la Covid a bénéficié. Par exemple, des PME qui sont dans le secteur sanitaire, qui font de manière encore un peu brute des exemples assez simples, qui étaient dans les masques hygiéniques, qui étaient dans les applications digitales de conférences, par exemple, parce que beaucoup de choses après ont été, même au niveau de l'éducation primaire, par les écoles, les cours à distance, etc. Et eux, ils ont énormément bénéficié. Donc, selon que la PME se trouve dans un secteur sinistré ou dans un secteur qui a bénéficié de la crise, la banque, elle, il faudrait toujours comprendre que la banque, le banquier, c'est un homme d'affaires qui cherche à faire des bénéfices, va, selon le cas, mettre de l'argent sur la table ou pas. D'accord. Et vous, Madame Cissé Aïssatou Cissé, pendant cette période de Covid, est-ce que vous avez des expériences avec les banques? Est-ce que vous avez été approché ou vous-même, est-ce que vous avez besoin de financement et vous avez été heurté à certaines difficultés? Oui, j'avoue qu'on a été approché par des banquiers. Nous avons été approchés par des banquiers qui étaient prêts à nous accompagner, justement avec la pandémie qui nous est tous tombée dessus. Mais comme le disait l'économiste, c'est vrai que le banquier, c'est un homme d'affaires. C'est vrai qu'il veut prendre des risques, mais en même temps, il faudrait qu'il sache aussi dans quoi il s'engage. Alors donc, pour en revenir un petit peu aux accompagnements faits par les États financiers, c'est vrai, ils sont prêts à le faire. Mais comme on le dit, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes prêts à accepter justement le crédit que nous obtiendrait, enfin, nous permettrait d'obtenir ces banquiers, mais à des taux raisonnables. Parce qu'il faut comprendre que les taux d'intérêt sont quand même des freins pour les entrepreneurs. Et permettez-moi de vous couper, actuellement, les taux d'intérêt peuvent osciller entre combien de pourcents et combien de pourcents? Alors, je pense que minimum, en principe, on pourrait les avoir à 3%. Et maximum, ça peut aller jusqu'à peut-être, il y a certains banquiers qui vont jusqu'à 15 ou 16%. Mais aujourd'hui, avec la Covid, on s'est rendu compte que c'est possible d'octroyer des prêts à un taux d'intérêt de 2 ou 3%. C'est possible. Mais octroyer ces prêts, est-ce qu'on voit que les banques, généralement les banques commerciales, c'est le constat que nous avons fait, ce sont des prêts sur des périodes vraiment assez courtes. Est-ce que cela va vraiment permettre à ces entreprises-là de se relever dignement? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser des prêts à beaucoup plus long terme, si on peut le dire? Ce serait l'idéal. Mais comme je dis, un crédit trop long, et vraiment, ça devient une pesanteur même pour l'entrepreneur. Parce que comme je dis, l'entrepreneur, une fois qu'il investit dans un crédit, il a hâte que ce crédit finisse pour pouvoir en prendre un autre parce qu'il a d'autres projets. Alors, si la durée est revue dans la longueur, c'est peut-être pas mal, mais c'est quand même des freins parce que ça va te permettre de ne pas pouvoir te projeter sur d'autres projets peut-être plus structurants. Pour l'entrepreneur, il est plus intéressant de respecter, parce que quand tu prends un prêt à la banque, il faut quand même respecter ton engagement avec le banquier. C'est important parce que c'est à partir de là que le banquier te voit déjà plus crédible et il a encore plus l'envie de pouvoir te reprêter. Mais bien entendu, si tu ne respectes pas tes engagements dès déjà le premier crédit,
c'est sûr qu'après, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps, le banquier lui-même sera craintif à pouvoir t'accompagner. Donc oui, nous sommes d'accord que les banquiers nous accompagnent, mais c'est à nous aussi en tant qu'entrepreneurs de pouvoir respecter nos engagements pris vis-à-vis d'eux. Respecter vos engagements pris, mais tout à l'heure vous aviez parlé de crédibilité. Est-ce que face à cette situation, la bonne gouvernance, la crédibilité de l'entreprise ne serait pas un facteur essentiel pour les banques? Écoutez, Stéphane, le concept de crédibilité, essentiellement en économie, est un concept même qui a fait octroyer à cet économiste qui s'appelle Prescott à recevoir un prix Nobel en économie. Il y a tout un pan de l'économie qui traite de la crédibilité, parce que la crédibilité en économie va jusqu'à la parole donnée. Et comme le disait Madame la DG, la crédibilité se construit. Donc en économie, la crédibilité sur la parole donnée, le respect des engagements, et c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et c'est pour ça, récemment, il y a eu l'installation au niveau de l'UEMOA, des BIC, des bureaux d'information sur le crédit, qui permettent et qui ont été placés dans chacun des pays de l'UEMOA et auprès des banques, de pouvoir répertorier tous les cas de défaillance de paiement, de chèques retournés impayés, etc., qui font évidemment que, alors les banques, après avoir évalué cette crédibilité sur le nombre de défaillances que vous avez eues, par exemple. Mais j'aimerais revenir sur un des aspects où on parle, par exemple, du financement. Il y a beaucoup de PME qui, ou soit n'ont pas les dirigeants, parce que l'entreprise est encore petite ou bien en phase de démarrage. Elle a parlé du fait qu'ils ont commencé en entreprise individuelle. C'est le cas de la plupart des PME en attente. C'est récemment qu'a été votée la loi sur l'entrepreneuriat qui permet d'avoir entre la jeune dame qui commence la loco au bord de la route et l'entreprise individuelle structurée. Donc aujourd'hui, ce gap, ce vide juridique a été comblé par un statut qu'on appelle le statut de l'entrepreneur. Il faudrait dire que un des problèmes des PME et de ceux qui se trouvent dans cette zone, c'est qu'ils sont obligés de jouer l'homme orchestre au départ. C'est-à-dire que toi qui commences l'entreprise, tu es à la fois le directeur marketing, le directeur comptable, tu dois tout faire à la fois parce que tu n'as pas, n'est-ce pas, les ressources pour recruter quelqu'un pour venir faire pour toi ta comptabilité, pour venir faire, etc. Donc le problème qui se pose souvent là-bas, contrairement aux grandes entreprises, c'est que ces entreprises n'ont pas nécessairement le conseil qu'il faut en termes de financement. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en termes de financement, la plupart des PME, nous avons mené une étude qui a été financée par le gouvernement américain il y a quelques années et qui a fait ressortir ces défaillances, ces faiblesses, c'est que la plupart des PME n'ont pas de conseil véritable sur le financement. Et en général, il y a selon ce que vous voulez financer, il y a un type de financement à prendre. Si par exemple, vous voulez financer un fonds de roulement, ce matin, j'étais avec un projet de jeunes aveugles qui veulent faire une ferme, par exemple, d'escargots, et le débat était la manière dont vous devez financer l'investissement initial doit être différente de la manière dont vous voulez financer le fonds de roulement, la nourriture des escargots que vous devez acheter chaque mois, etc. C'est différents types de financement. Si, par exemple, vous voulez financer la construction d'une petite ferme avec une voiture ou bien un mini-car ou bien un pick-up qui va aller prendre la récolte, etc. Ça, par exemple, c'est un financement à court terme, pour ne pas dire à long terme. Donc, ça a un type de financement, ça a un type de montage qu'il faut faire. Maintenant, si vous voulez financer cette partie, chaque mois, on doit acheter de la nourriture pour les escargots, etc., par exemple, dans ce cas précis, c'est un autre type de financement qu'il faut rechercher. Souvent, les PME, du fait qu'ils n'ont pas nécessairement l'assistance qu'il faut, confondent les deux types de financement. Et si vous prenez du financement qui va vers du long terme, du moyen terme,
et que vous allez utiliser ça pour des activités de court terme, c'est clair que vous allez droit dans le mur en fait. Justement, parlons de ces sources de financement. Est-ce qu'avec l'avènement de cette crise, justement, ça ne va pas créer de nouveaux circuits de financement pour ces entreprises que d'aller vers les banques classiques? Bon, au fait, en termes de financement, il faut comprendre une chose, c'est que le financement essentiellement en Afrique, pour ne pas dire particulièrement en Côte d'Ivoire, le financement est à 3 niveaux, au fait. Il y a un premier financement qui vient de la Banque centrale vers les banques commerciales. Et ensuite, il y a ce financement au niveau des banques commerciales ou des banques secondaires, comme on le dit, puisque la Banque centrale, elle émet la monnaie, elle imprime la monnaie, etc. Elle a un type de financement de l'économie et c'est elle qui finance un peu les banques secondaires, qui sont les banques auxquelles la population a accès directement. Mais ce qui a ensuite, à un troisième niveau, banque centrale, banque secondaire, on a les financements innovants et puis les financements informels. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, avec la Covid, ce que la BCAO, si on observe au niveau de ces 3 niveaux de financement, avec la BCAO, par exemple, a émis des avis en 2020, je crois qu'il y a les avis 001 aux avis 008, qui sont un certain nombre de directives que la Banque centrale a émis pour dire que, bon, par exemple, ceux qui sont en retard de paiement de leur crédit ou de leur intérêt, qu'on leur donne, au départ c'était 3 mois, après ça passait je crois à 6 mois, de pouvoir ne pas payer pendant 3 mois, etc., à cause de la pression qui est faite sur leur trésorerie. Et également la Banque centrale a essayé de voir dans quelle mesure émettre ce qu'ils ont appelé les bons Covid. Les bons Covid, ils ont donc permis aux États d'émettre des obligations sur le marché pour aller mobiliser de l'argent. Maintenant, au niveau des banques secondaires, ce qui s'est passé éventuellement, parce que les banques aussi ont été affectées par la Covid, il faut le noter, puisque... Justement, ce sont des entreprises aussi commerciales. Oui, ce sont des entreprises qui, au fait, la cagnotte dépend du nombre de personnes qui viennent déposer de l'argent. Donc, vous voyez que plus il y a des entreprises dans le lot des sinistrés, plus la banque voit sa cagnotte se réduire. Donc les banques elles-mêmes ont été affectées par, disons, la Covid en termes de liquidité. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une intervention de l'État. Et c'est à ce niveau, on a parlé des 250 milliards, par exemple, qui ont été octroyés pour aider, je pense qu'elle parle de ça, ouais, le plan de soutien, le fonds du plan de soutien, et que sur ces 250 milliards, bon, malheureusement, ça c'est mon analyse personnelle, malheureusement, ça n'a été confié qu'à une seule banque, essentiellement la BNI au départ, et que ça aurait pu être dispersé ou partagé en termes de réceptacle à toutes les banques ou à un certain nombre de banques qui remplissaient un certain nombre de critères. Donc ça a été distribué et puis ce qui s'est passé après au 3e niveau des banques, tout ce qu'il y a comme financement alternatif, que ce soit les fonds d'investissement, les business angels, etc., aussi ont été plus ou moins affectés. Mais d'après nous, une petite étude semi-informelle qu'on a menée, ceux qui ont bénéficié également, plus, ce sont ceux qui étaient dans le financement informel, c'est-à-dire que ceux qui prêtent de l'argent dans le circuit informel. Parce que informel, on y reviendra, permettez-moi de vous interrompre sur ce point, mais j'aimerais revenir un peu vers vous. Je me base sur ce que Dr Samuel Maté vient de dire. La Banque centrale a permis à nos banques commerciales d'être beaucoup plus liquides. Les taux d'intérêt de la Banque centrale ont été vraiment baissés pour permettre à ces banques-là d'être liquides. Il y a eu des injections dans le secteur bancaire. Au niveau de vous, les entreprises, certaines étaient par exemple en défaut de paiement. Est-ce que grâce à cette liquidité, à cette aide de la Banque centrale, vous avez pu ressentir cela dans vos activités? Oui, absolument. Mais après, comme je le disais tantôt, il y a la gestion intérieure déjà qu'on apporte à son entreprise. Parce que je pense qu'il ne faut pas sortir quand même de ce cadre. C'est important de savoir que quand on a mis une bonne gouvernance au sein de son entreprise, une bonne gestion saine, il n'y a pas de raison
que le banquier ne soit pas prêt à vouloir vous accompagner. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la Covid, les entreprises ont eu pas mal de difficultés, les banquiers sont ouverts à nous accompagner, mais en même temps, le banquier ne va pas s'engager dans une affaire qu'il ne comprendrait pas, qui n'est pas d'avenir pour lui. Alors, pour moi, je me dis, c'est important justement pour les entreprises de se dire qu'on doit pouvoir regarder vers le banquier, mais je pense que la première des choses à faire en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir la culture de l'épargne. Parce que je pense que ça aide. Et nous, ça nous a aidé parce que moi, je parle sur un cas que moi-même j'ai vécu et qui m'a aidé justement à sortir, enfin, pas à sortir complètement, mais en tout cas à pouvoir survivre. La culture de l'épargne, on ne l'a pas en tant qu'entrepreneur, surtout en tant qu'entrepreneur africain. C'est un volet dont on ignore, dont on ne fait vraiment pas cas. On se dit qu'on crée son entreprise, et automatiquement on attend que la banque nous accompagne. D'accord, la banque est prête à nous accompagner, mais la banque aussi ne prend pas de risques sans connaître effectivement à qui elle a affaire. Le banquier, il est un peu comme le médecin. Donc c'est important aujourd'hui que nous, en tant qu'entrepreneurs, on ait une nouvelle vision quand même de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit avoir à l'esprit de mettre en place déjà une culture de l'épargne et en même temps qu'il gère son entreprise, faire en sorte que dans la gestion de son entreprise, il mette un poste qui lui permette quand même de penser soit à une dette à terme ou alors à un fonds de roulement. C'est se préparer à approvisionner son fonds de roulement dans un premier temps, mais par son épargne personnelle. Et par la suite, il peut, bien entendu, avoir recours à la banque. Et là, quand tu as tous ces atouts avec toi, tous les banquiers sont prêts à t'accompagner. Parce qu'ils se disent que je vais prendre le risque de pouvoir accompagner cette entreprise, mais en même temps, j'ai quand même une assurance parce que cette entreprise a déjà pensé elle-même avoir un compte à terme qu'elle a renfloué par ses épargnes. Donc, automatiquement, le banquier, il voit déjà l'étiquette même de l'entreprise. Donc, je pense que ça c'est des facteurs, nous, qui nous ont aidés à pouvoir approcher les banques et puis à leur dire que, ben voilà, à partir du moment où le banquier déjà nous connaissait, puisque le banquier, quand même, quand je dis, c'est comme le médecin, il ne t'accompagne pas du jour au lendemain, il te suit. C'est-à-dire qu'il commence avec toi, il devient vraiment, comme on dit, ton accompagnateur. Et ça a été important. Mais par contre, il y a un autre aspect que j'aimerais bien ressortir au niveau justement de l'aspect financier. Les banquiers, certes, ils sont prêts à nous accompagner, mais il faudrait aussi qu'ils mettent en place une formation sur les prêts envisageables pour chaque type d'entrepreneur. Parce que ça, c'est des discussions sur lesquelles nous n'en parlons pas généralement avec le banquier. Parce que quand tu montres ton dossier de financement, tu vas voir ton banquier, il ne te dit pas, oui, en fonction de tes besoins, je peux te conseiller, par exemple, un crédit à court terme ou un crédit, un leasing, etc. C'est-à-dire que lui, il te prête en fonction de sa disponibilité dans le temps. Parce que bien entendu, la disponibilité dans le temps, en fonction de ça, il a ses taux d'intérêt, comme on le dit, c'est en fonction de ça que lui aussi il survit. Mais le banquier doit être quand même le conseiller de l'entrepreneur. Parce que ça, c'est important. Le banquier ne doit pas être là que pour dire, bon, ben voilà, j'ai un prêt qui est là, par exemple, pour un compte à terme, avec un taux d'intérêt de 15%, je suis prêt à te donner, pendant qu'il sait que ce n'est pas ce qui t'arrangerait. Il faut que le banquier rentre dans l'écosystème de l'entrepreneur. Et ça va beaucoup aider, ça va vraiment permettre aux entrepreneurs d'avoir confiance au banquier, de se dire que je vais voir mon banquier, je lui parle de mon problème, il connaît ma difficulté, il me conseille même en fonction du prêt dont j'ai besoin, en fonction du projet que je veux mener, et mieux, il m'aide à négocier un taux d'intérêt qui soit correct et normal, parce que le taux d'intérêt joue énormément aussi sur le crédit dont on a parfois besoin. Alors pour parler de ce taux d'intérêt et surtout du risque que la banque doit prendre, Dr Samuel Maté, on arrive pratiquement au terme de cette émission, donc c'est peut-être avec vous que je vais conclure. On a beaucoup parlé de banques commerciales. Est-ce que cette crise de la Covid
ne met pas en relief l'importance de développer des banques d'affaires assez solides en Afrique? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que dans la plupart des pays, les banques sont plus des banques commerciales, sont plus des banques de dépôt, de par une pure tradition qu'on a héritée depuis l'ère du colonialisme. Parce que l'ère du colonialisme, surtout qui a été très fort dans les colonies françaises, les instructions de la colonie mère étaient d'avoir des administrations, pas des pays d'entrepreneurs, et d'amener les multinationales de la colonie mère à s'implanter. Est-ce que vous voyez? Donc le modèle économique même qui nous a été transmis par la période de colonisation ne permettait même pas d'avoir des banques d'affaires. C'était plus un modèle de dire des entreprises dans la colonie mère sont venues s'installer, ils collectent et puis repartent avec ça. Pas de créer des entrepreneurs. Les banques d'affaires interviennent par contre un peu plus dans les pays anglophones parce que eux, ils avaient un modèle un peu plus différent où il était laissé un peu plus d'espace aux entrepreneurs de se développer. Donc, le problème ne se pose pas en termes de développer des banques d'affaires, mais de multiplier les sources ou les types de financement. C'est plutôt comme cela qu'il faut poser le problème. Dans le sens que, de telle sorte que la variété des types de financement, que ce soit du crowdfunding, que ce soit des business angels, que ce soit du capital risque, etc., des financements alternatifs innovants, comme nous, on en parle d'entreprendre avec 0 francs et tout, que donc l'entrepreneur ait face à lui une diversité de sources de financement qui s'adaptent à quel que soit son mode ou son étape dans le cycle de développement. Merci encore, Dr Samuel Maté, pour vos contributions. Madame Cissé Aïssatou Cissé, merci pour votre partage d'expérience. C'est ici que nous allons refermer cette émission. Éco-débat, c'est terminé pour aujourd'hui. Comment relancer les économies locales avec les systèmes de financement bancaire? Nous avons essayé d'ouvrir le débat. Le débat se poursuit chez vous. Agréable suite au programme sur nos antennes.